Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Avant de laisser la parole à la partie civile, la Chambre souhaite faire remarquer que lors de la réunion de mise en état du 17 août 2012, la Chambre a encouragé les partis à poser des questions aux experts et parties civiles La Chambre encourage donc les partis à confier l'interrogatoire à une personne au sein de leur équipe afin d'accélérer le déroulement. À ce jour, seule la défense de Yengsari a adopté cette pratique. La pratique donc de confier la parole à une seule personne, c'est l'équipe pour l'interrogatoire. Nous demandons donc à la partie civile de faire part de ses commentaires sur cette pratique. Oui, Monsieur le Président, nous avons bien entendu l'encouragement de la Chambre, comme toutes les parties ici, et je crois que toutes les parties ont donné leur avis, et certains avis sont en faveur d'un caractère hybride de l'interrogatoire. Cela dit, aujourd'hui, je voudrais rassurer la Chambre, il n'y aura pas 3 personnes qui interrogent, il n'y en aura, je crois, que 2. Bonjour Monsieur le Président, Madame, Messieurs, à tout le monde, bonjour. Oui, je rassure la Chambre, je ne vais pas interroger Monsieur Emmen. Nous avons choisi de demander à Monsieur Hang Pitch de se joindre à Meng Ki Kim pour interroger Monsieur Emmen parce que celui-ci, d'une part parce que parler cambodgien était important et qu'il n'y ait pas de traduction, ça avait fait des problèmes dans la préparation, et pour le rassurer, et parce qu'il avait été également interrogé par M. Hang, donc pour le confort de M. Emmen, nous sommes organisés comme ça, je ne poserai pas de questions, rassurez-vous. Le Président. Oui, nous vous remercions de votre diligence. La Chambre rappelle cette pratique au parti qui vise à accélérer la procédure. Et nous vous remercions d'avoir exprimé vos positions. Et la parole est donc maintenant à la partie civile. Maître Kim Meng-Ki. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, bonjour, Monsieur M. Avant l'interruption des débats, vous aviez parlé de la période précédant 1975 et vous expliquiez votre formation médicale. Et vous avez décrit la période à laquelle vous êtes rentré dans votre région natale. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait à votre retour dans votre village? Réponse. À mon retour, à mon ancien lieu de travail en provenant de Phnom Penh, j'ai commencé à appliquer mes compétences médicales, car à l'époque, il n'y avait pas de soignants.
j'avais aussi une autre tâche. Je devais m'occuper de mes parents. Et mon père a disparu par la suite. Ma tâche principale à l'époque était celle de soignant. Question. Vous avez dit avoir reçu une formation en médecine dans votre secteur. Pouvez-vous nous expliquer de quel secteur il s'agissait? Réponse. À l'époque, j'étais au bureau du secteur 20, dans la zone Est. C'était dans le village de Jo, commune de Kronju, district de Komchang Mer, province de Preven, dans le secteur 20. Question. Pouvez-vous aussi nous dire qui était le secrétaire du secteur 20? Qui vous a confié la tâche que vous occupiez, celle de médecin? Réponse. Dès le début et jusqu'en 1979, Monsieur Kam était mon supérieur. Il était le secrétaire de la zone, du secteur. Et mon oncle, alias Doi, ou Mok, m'a aussi aidé. Question. Vous avez parlé de cet endroit, et c'était avant 1975. Vous parlez d'un secteur dans la zone Est. Parlez-vous ici d'une zone Khmer Rouge ou contrôlée par un autre groupe? Réponse. Mon village était dans ce secteur, c'était dans la zone libérée par les Khmer Rouges. Les zones libérées par Lon Nol étaient bien loin de cet endroit. Question. Votre tâche d'enseigner les compétences médicales à d'autres. Pouvez-vous décrire cette tâche? Réponse. Après que le secteur m'ait confié la tâche d'enseigner les soins médicaux, on m'a demandé donc après de servir le peuple de manière générale. J'avais l'obligation de m'acquitter de cette tâche, la tâche d'enseigner. Je devais transmettre mes connaissances à d'autres personnes qui serviraient le peuple. Question. Ma question porte sur votre tâche. Comment prodiguiez-vous des soins et
comment quel genre de médicaments donniez-vous? Réponse. Eh bien, mon enseignement visait à enseigner à des gens à faire quelque chose alors qu'au début, ils ne savaient pas le faire. J'étais bon, enfin, c'est-à-dire je faisais bien mon travail et je devais enseigner aux gens l'éthique professionnelle de médecin. Je pensais que la politique du parti était bonne et que je devais transmettre ces bons principes. Je leur enseignais à bien comprendre leur position. S'ils étaient médecins, ils avaient la responsabilité des soins qu'ils administraient. Ils devaient se rendre compte qu'ils étaient responsables si quelqu'un mourait sous leurs soins. Je leur enseigne aussi les causes des maladies et comment les traiter. Par exemple, le paludisme. Quelle pouvait être la cause du paludisme et comment soigner cette maladie? Question. Pouvez-vous, je vous prie, expliquer à la Cour si votre enseignement se faisait sur la base de votre travail ou y avait-il des documents sources? Réponse. Si vous me le permettez, j'aimerais remonter un peu dans le passé et voici la réponse. Avant de devenir soignant, j'ai appris sur le tas quand je travaillais pour mon grand-oncle. À l'époque, mes compétences n'étaient pas reconnues par qui que ce soit. Je suis devenu... c'est-à-dire j'ai acquis les compétences médicales en le faisant et je n'avais pas été reconnu par quelque médecin que ce soit. Puis, les gens ont su que j'avais des connaissances médicales et voulaient que je poursuive cette carrière. Dans ma famille, tout le monde avait été médecin. Et on m'admirait pour avoir ces compétences. Et je voulais donc soigner les gens ou enseigner la médecine. Et c'est pourquoi je pouvais suivre une formation médicale. Question. Pendant les cours, avez-vous remarqué si des gens pouvaient mourir alors que vous leur prodiguiez des soins? Réponse. Dans les faits, je dois dire la vérité et je vais dire à la Cour toute la vérité et rien que la vérité pour que tout le monde sache ce qui s'est passé. Là où je travaillais, je n'ai jamais eu recours au service de quelqu'un qui n'avait aucune connaissance médicale.
Et ces personnes, comme soignants ou médecins, devaient être bien formées avant d'accomplir leurs tâches. Et je n'ai jamais eu de problème. Aucun de mes patients n'est mort. Car si un patient mourait alors qu'on le soignait, le parti ne l'aurait pas accepté. Si on laissait les gens mourir alors qu'ils nous étaient confiés, le parti aurait pu considérer que nous étions des ennemis du parti. Question. J'aimerais maintenant parler des zones libérées. Pouvez-vous nous parler des conditions de vie de la population dans les zones libérées à l'extérieur, si vous vous en souvenez? Réponse. Les survivants du régime Khmer Rouge. Lorsque l'on fait référence aux zones libérées, on parle ici des zones contrôlées par les Khmer Rouges, par le parti. Les zones libérées signifie les zones qui avaient été prises aux ennemis et qui étaient sous le contrôle des Khmer Rouges. Voilà ce dont je me souviens. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait des zones qui n'étaient pas libérées. Je vivais dans des zones libérées depuis que j'étais enfant. Question. Y a-t-il eu des arrestations, des sanctions, des restrictions de mouvement à l'époque dans ces zones? J'aimerais vous donner une réponse en plusieurs volets. D'abord, j'aimerais vous parler dans les zones libérées, puis la période d'après 75, c'est-à-dire l'année 75, et le troisième volet, l'après 75. Donc, dans les zones libérées, la population était regroupée en coopératives et procédait à et vivait en agriculture d'assistance mutuelle. Dans les zones libérées, chacune des coopératives devait suivre les instructions du parti. Dans ces mêmes zones libérées, à partir de 70, c'est-à-dire à partir du coup d'État de Lon Nol, il y avait une autre situation que j'ai remarquée. Il y avait d'autres groupes, par exemple le groupe des jeunesse, le groupe jeunesse, le groupe des masses populaires et la population générale. Il y avait des gens de plein droit, des gens candidats et des gens qui ne jouissaient pas de plein droit. Et le groupe... J'appartenais au groupe de jeunesse nationaliste. C'était le groupe... C'était les forces les forces principales. Donc, on parle ici des forces des gens qui pouvaient accomplir pleinement leurs tâches et pouvaient quitter leur domicile. Les conditions de vie étaient tout à fait décentes, les gens pouvaient se parler sans problème. C'était dans les années 70, mais avant 1975. Les gens donc jouissaient des libertés habituelles. Ça, c'était la première phase.
ក្នុងចំណុចទី1អញ្ចឹងដល់ក្នុងឆ្នាំ75លក្ខណៈ Puis, à partir de 75, nous avons remarqué des choses étranges. Il y avait des gens infiltrés dans le parti. Donc en 75, on a classé les gens en 3 catégories. Les citoyens de plein droit, les candidats et les ennemis, ou ceux qui étaient perçus comme étant des ennemis du parti. Et les conditions de vie de chacune de ces catégories étaient différentes. Et vous me corrigerez si je me trompe, mais de cette année jusqu'en 75, Maître Kembenki, monsieur, pouvez-vous, je vous prie, ralentir la partie? Monsieur M1, les gens pouvaient vivre leur vie normale. Comme médecin, je formais les gens en médecine. Je leur ai enseigné à comprendre la moralité et comment soigner les gens de façon professionnelle comme médecin. Donc, entre 1970 et 1975, la vie était normale. Et le travail était bien fait. On savait qui étaient les riches et qui étaient les pauvres. Et c'est la vérité. Mais en 1975, comme je l'ai dit, on a établi 3 catégories de gens. Et j'ai été un peu pris de court. C'était très surprenant. Et je devais faire très attention, faire pas de vigilance à l'époque, car je savais qu'il pouvait arriver de mauvaises choses. Mais après 75, le secrétaire du secteur m'aimait bien et donc a caché mon identité en changeant mon autobiographie, car il savait que mon père était associé à l'Ancien Régime. Donc il a changé ma biographie et m'a permis de participer à des séances d'études à Phnom Penh en 1975. Mais je ne me souviens pas du mois. Maître Kembenki, merci beaucoup. Mais pourrais-je vous demander de marquer quelques pauses dans votre réponse pour que vos propos soient bien interprétés dans les 2 autres langues de travail du tribunal? Vous venez de parler de 3 catégories. Ceux de plein droit, les candidats, et les progressistes. Puis-je vous demander d'être plus précis? Pouvez-vous nous expliquer si quelqu'un n'était pas considéré comme jouissant de plein droit, comment pouvait-il acquérir ses droits? Réponse, j'ai parlé de 3 catégories. Les progressistes, les plein droit et ceux qui n'étaient pas encore de plein droit.
les progressistes, c'était les masses populaires. Puis il y avait les piliers. Les piliers, c'était ceux qui vivaient dans la base. Puis il y avait ceux, par exemple les paysans, qui étaient considérés comme des gens de plein droit. D'autres avaient moins de droits. Et on leur demandait de faire certaines choses. Question, vous parlez des candidats, des pleins droits et une troisième catégorie. Pouvez-vous nous donner plus de détails? បញ្ជាក់បន្ថែមមិនថាក្នុងនឹងសួរក្នុងចំណុចចំក្រោយ75ឬក្នុង75នៅមុនដែលអមនិយាយថាមុន70 Réponse, vous me demandez avant 75? Question, oui, je parlais des zones libérées. Réponse, je pense en avoir déjà parlé. Ceux qui étaient considérés comme des ennemis, cette catégorie n'est apparue qu'après 75. Avant, cette catégorie n'existait pas. Et ceux qui étaient considérés comme des ennemis du parti, c'était surtout les intellectuels et les étudiants. Question. Vous avez dit que les jeunes étaient divisés en différents groupes. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les catégories de jeunes? Réponse. Il y avait les progressistes. Il fallait qu'ils obéissent aux instructions du parti. Ces jeunes devaient quitter leurs parents pour rejoindre les rangs de l'armée si c'est ce que souhaitait le parti. Ils étaient considérés comme des progressistes, des progressistes voulait dire qu'ils ne pouvaient pas refuser d'obéir aux ordres. Puis il y avait le groupe de... Enfin, il y avait ceux qui pouvaient être... qui étaient des serviteurs. Ils n'avaient pas le droit de se plaindre. Question. Est-ce que ces jeunes étaient engagés dans l'armée ou est-ce qu'ils faisaient surtout de l'agriculture? Réponse. Il y a deux choses que je souhaiterais clarifier pour éviter des malentendus. Les jeunes étaient nommés à des fonctions importantes. Et ces jeunes étaient obligés de remplir leurs fonctions à partir de l'âge de 16 ans. Si le parti leur demandait de remplir un rôle quelconque dans la révolution, ils étaient obligés de le faire. Ils
ils étaient obligés de faire ce que le parti leur demandait de faire. Si c'était de quitter leurs parents, bien ils étaient obligés de le faire, ils n'avaient pas le choix. Je peux dire donc que ces jeunes étaient forcés de faire ces tâches. Car s'ils refusaient d'obéir aux ordres ou s'ils les contestaient, ils étaient considérés comme des ennemis ou comme des adversaires. J'aimerais insister sur le fait que ceci est très triste. À l'époque, je tenais au bouddhisme. Je ressentais de l'amour pour les gens, mais le parti m'a demandé de détruire la pagode, de détruire les Bouddhas. Et je n'avais pas le choix. Mais j'aimais le bouddhisme et j'étais contraint de détruire les Bouddhas que j'aimais et que je respectais, mais je n'avais pas le choix. On m'a envoyé étudier à Phnom Penh. J'ai eu la chance d'être invitée à participer à des formations à Phnom Penh. Question. Le travail effectué par les jeunes était donc forcé. Vous dites que le parti vous a ordonné de détruire le bouddhisme. Comment vous y êtes-vous pris? Et comment est-ce qu'on vous transmettait les ordres à vous, les jeunes, à l'époque? Réponse. J'aimerais reprendre là où j'ai arrêté tout à l'heure. La destruction du bouddhisme se faisait de plusieurs manières. Entre autres, l'interdiction de devenir moine, l'interdiction de construire des pagodes, ça c'était la destruction du bouddhisme en général. Particulièrement en 73 et 74, je me posais constamment la question, si je résiste aux ordres, on va m'accuser de contester le parti. Et à ce moment-là, je serai considérée comme un traître. Ils ont également dit que les statues bouddhistes n'étaient rien d'autre que des pierres et qu'on pouvait les jeter à l'eau dans les rivières et dans les lacs. C'était comme ça. Et je voudrais que ceux qui étaient présents à cette époque en soient conscients. Le président. Maître. Veuillez limiter vos questions aux sujets concernés par le dossier. Témoins, également, vous devez répondre uniquement aux questions qui vous sont posées et éviter d'élaborer et de dépasser ce périmètre. Maître, je vous rappelle que vous n'avez que le quart d'une journée pour interroger ce témoin. C'est le temps qui vous est imparti. Je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier les faits liés au premier et au deuxième mouvement de population. Donc, veuillez vous abstenir de poser des questions en dehors du périmètre de ce dossier. Cela ne va pas aider à la manifestation de la vérité. Et de plus,
n'aura aucun lien avec les crimes qui sont reprochés aux accusés dans ce dossier. Maître Kimeki, merci Monsieur le Président. Je vais passer donc à ma question suivante. Lors de la libération en 1975, que faisiez-vous et où habitiez-vous? Réponse. J'habitais dans le secteur 20, j'étais médecin. Question. Dans le secteur 20 où vous résidiez après la libération, avez-vous observé l'évacuation de la population de Phnom Penh ou les populations évacuées arriver dans la zone où vous étiez? Réponse. Honnêtement, j'ai vu des gens arriver. Ce n'étaient pas des gens qui revenaient chez eux, c'était des gens évacués de Phnom Penh vers la zone. Question. Comment ces gens étaient-ils catégorisés et dans quelles conditions vivaient-ils en arrivant? Je répondrai à cette question en deux parties. Après la libération en 1975, il y avait donc deux aspects. Tout d'abord, lorsque Sao Pim était encore là, la population était organisée normalement. Il n'y avait pas de ségrégation. Personne n'était étiqueté comme étant progressiste ou autre chose. C'est ce que j'ai observé à l'époque. Au début de la libération. Question. Est-ce que les gens de Phnom Penh étaient appelés le peuple nouveau ou étaient-ils tout simplement appelés comme les autres, tous les autres qui habitaient là? Réponse. Pour être concis, à ce moment-là, les gens arrivant de Phnom Penh étaient appelés les gens du 17 avril ou le peuple nouveau. Mais normalement, à cette époque, on les appelait le peuple du 17. Question. Pouvez-vous évaluer le nombre d'évacués qui sont arrivés au secteur 20? Sont-ils arrivés en grand nombre? Réponse. Ce n'était pas des gens transférés, c'était des gens évacués qui arrivaient pour être mélangés avec les gens des bases. Il y avait beaucoup de gens qui arrivaient de Phnom Penh. Quant à leurs conditions de vie,
il y avait des personnes âgées qui habitaient chez eux, mais on les a transférées pour habiter chez la famille afin de libérer la maison qui était ensuite occupée par des gens du peuple nouveau. Question. Suite à la libération en 1975, où êtes-vous allé? Réponse. D'après mes souvenirs, après la libération, c'était sous la direction de Com, qui était le secrétaire du secteur, et il m'a envoyé en formation médicale à Phnom Penh. J'étais rattachée à l'hôpital russe. Donc, à ce moment-là, je suivais une formation médicale, et si la base avait besoin de personnel médical, j'étais renvoyée à la base. J'étais mobile donc, et je pouvais être renvoyée à la base à tout moment lorsque cela se justifiait. Question. Lorsqu'on vous a envoyé à Phnom Penh, combien de temps cette formation a-t-elle duré et qui étaient les formateurs et qui vous a soit invité, soit envoyé à participer à cette formation? Réponse. C'est le parti qui a décidé de m'inscrire dans cette formation pendant 1 an. Mais il me semble que j'y suis restée moins d'1 an. Je suis restée environ 10 mois. Mais normalement, je devais suivre une formation d'1 an. Mais en réalité, je l'ai suivi pendant seulement 9 mois environ. Parce que des choses ont évolué dans la zone Est pendant que j'étais en formation, surtout les combats le long de la frontière entre le Cambodge et le Vietnam, et donc j'ai dû revenir prématurément. Question. Parlons maintenant de ces 9 mois de formation à Phnom Penh. Quelles étaient vos impressions concernant cette formation? Quelles étaient vos activités pendant cette formation? Réponse. Je peux décrire certaines activités. Mais j'aimerais soulever un certain nombre de faits importants. Je suis allée à cette formation parce que je devais être très vigilant moi-même. Je devais observer la situation de très près. Il fallait être très vigilant. Nous avions constamment peur. Nous étions témoins de certaines choses dont nous ne pouvions en parler. Par exemple, j'étais au courant de certains faits, mais je ne pouvais pas en parler. Pendant cette période, et je ne me souviens pas en détail, mais je n'aurais jamais pu imaginer que le Cambodge se retrouve dans cette situation. À cette époque, tout ce que je pouvais faire, c'était de me sauver moi-même. Pendant que je participais à la formation, j'ai observé une évolution politique qui m'a influencée. C'était un mouvement politique mené par le Parti communiste du Kampuchea qui souhaitait que notre pays vive un grand bond en avant pour se développer.
C'était une très longue histoire que je ne saurais raconter ici pendant cette audience, mais si la Chambre le souhaite, je peux en parler davantage. Question. Je vais reformuler ma question. Je pense qu'elle n'était pas assez claire. Ici, devant la Chambre, vous pouvez parler de ce que vous avez vécu ou de ce que vous avez observé pendant cette période. Ma question est la suivante. Pendant les 9 mois de formation, que faisiez-vous? Par exemple, dans les 2 premiers mois de la formation, qu'est-ce qu'on vous demandait de faire à la formation? Quand j'ai quitté le secteur 20 pour aller à Phnom Penh, on m'a nommé chef des étudiants. En tant que chef des étudiants, mes tâches étaient différentes des autres étudiants et je pouvais recevoir des informations des plus récentes que je devais relayer de façon simple à ceux que je gérais. Si je ne faisais pas cela, ma vie était en danger. Je subissais d'énormes pressions à cette époque, donc je craignais pour ma vie, je devais donc être vigilant. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si je vous raconte toute l'histoire, cela prendra beaucoup de temps. Je vais maintenant parler des choses dont j'ai été moi-même témoin et je présente mes excuses à la Chambre si ce que j'ai vu n'est pas pertinent. Question. Pourriez-vous nous dire donc ce que vous avez vu à cette époque? Le Président. L'avocat national de Nunchea, vous avez la parole. Maître Sonaroun. Je pense que la question est orientée et que l'on suggère quelque chose au témoin et c'est pour cela que le témoin ressent une certaine confusion. Maître Kimenki, Monsieur le Président, ceci n'est pas une question orientée. Je n'aurai aucune raison d'essayer d'induire en erreur la partie civile. Je pense que la partie civile estime que ces réponses peuvent avoir une certaine portée. Le Président, Maître, veuillez poser des questions précises. Il me semble, si je me souviens bien, que votre question consistait à demander au témoin ce qui s'est passé pendant les premiers mois de sa formation à Phnom Penh. Le témoin a voulu décrire ce qu'il avait vu et il a dit qu'il voulait parler de ce qu'il avait vu et puis vous avez continué à poser d'autres questions. Soyez précis, la question est trop vague et crée de la confusion chez la partie civile. Veuillez poser des questions succinctes. Pour éviter d'inciter la partie civile à donner une longue réponse, car si ça continue, je crains que cela n'empiète sur le temps qui vous est imparti et
notamment aussi sur le temps imparti aux autres partis. La Chambre vous rappelle donc que vous avez posé de nombreuses questions qui n'étaient pas pertinentes. Et qui ne visaient pas les faits en l'espèce dans le dossier 002/01. Vous devez rester dans le périmètre de ce dossier et veuillez poser des questions précises et succinctes. Maître Kim Menki, merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de reformuler ma question. Au début, lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh, que deviez-vous faire et qu'avez-vous observé à l'hôpital? Réponse. Pendant la formation à laquelle j'ai participé, en fait, le secteur m'a nommé en tant que médecin. Donc à l'époque, j'étais médecin et j'étais également étudiant en médecine. Et j'ai suivi aussi une formation politique à Boré-Kéla. Pendant la formation politique là-bas, nous avons appris comment influencer la mentalité du peuple afin qu'il s'aligne sur la politique du grand bond en avant. Ces formations politiques étaient courtes, elles duraient entre 1 semaine et 10 jours en général. Cela se passait 1 ou 2 fois par mois. Ceux qui participaient à ces formations politiques étaient l'équivalent des chefs de district d'aujourd'hui. J'ai été présent, j'étais le chef des étudiants et j'avais le droit de participer à ces formations politiques. Par ailleurs, j'étais membre du parti. C'est pour cela qu'on m'a envoyé à ces formations politiques. Question. Lorsque vous assistiez à ces formations politiques, qu'est-ce qu'on vous enseignait? Le président, la partie civile va y attendre. Maître, allez-y, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis désolée d'intervenir à nouveau, toujours sur mon sujet de prédilection, mais est-ce qu'il est possible de ralentir non seulement entre les questions et les réponses, mais surtout le débit de Monsieur M. qui rend la traduction très difficile. Voilà. Je vous remercie de cette précision et je précise que ce monsieur n'est pas témoin, il est ici en tant que partie civile. Monsieur, veuillez essayer de ralentir en donnant vos réponses. Ma question était donc de savoir ce qu'on vous apprenait lors des formations politiques. Réponse. À ces sessions à Boré-Kéla, auxquelles j'ai participé, d'après mes souvenirs, on abordait les sujets concernant la victoire grandiose de la révolution du Parti communiste du Kampuchea. On nous expliquait
le sens du grand bond en avant. Et les conférenciers nous expliquaient que le grand bond en avant visait à transformer le pays d'un pays socialiste à un pays communiste. C'est ce que j'ai constaté lors de ces formations. Question. Qui étaient les conférenciers habituels lors de ces formations? Réponse. À cette époque, d'après mes souvenirs, au centre de formation, il y avait des formations politiques sous la supervision de la ministre Yunyat. Question. En dehors de la ministre Yunyat, qui étaient les autres conférenciers lors de ces formations? À cette époque, j'ai observé le camarade Pol Pot et j'ai vu M. Nunchea, M. Khieu Samphan, je ne suis pas certain si j'ai vu M. Ieng Sary ou pas. À l'époque, je suis certain d'avoir vu Khieu Samphan et Hu Nim et qu'ils étaient invités pour parler à ces séances de formation politique. Question. Pourriez-vous nous décrire les différents orateurs, Pol Pot, Nunchea, Khieu Samphan, que vous disaient-ils lorsqu'ils avaient la parole? Réponse. Au début, il y avait plusieurs dirigeants sur la scène et je n'ai retenu que ceux que je reconnaissais. Parmi eux, Nunchea, Khieu Samphan, et Madame Leng Sei, des affaires sociales. Et la première personne à prendre la parole, c'était le dirigeant du parti, c'est-à-dire Pol Pot. Question. Que disait Pol Pot? Réponse. Je crains de me répéter. Ces trois personnes devaient prendre la parole à tour de rôle. Et l'intervention de l'un était liée à celle des autres. J'aimerais vous donner un exemple.
M. Kyosampan disait quelque chose et puis ensuite une autre personne prenait la parole en disant « Alors, M. Kyosampan vient de dire quelque chose, avez-vous compris ?» Et ensuite, il poursuivait le discours. Je ne me souviens pas de tout le discours et de chaque mot prononcé. Mais je peux dire que l'orateur, en général, résumait ce que venait de dire le précédent orateur avant de prononcer son propre discours. Et à nouveau, donc, celui qui prenait la parole en premier, c'était Pol Pot. Et il nous disait qu'en tant que communistes, nous devions bien comprendre notre rôle afin de nous aligner au désir du parti du grand bond en avant. Il nous disait également que chacun d'entre nous devait s'accorder sur ce grand bond en avant. Et moi, j'ai demandé aux autres ce que le grand bond en avant voulait dire. On me l'a expliqué et nous savions que le grand bond en avant signifiait d'avancer d'une situation démocratique vers une situation communiste sans passer par le socialisme. Tout le monde devait effectuer ce grand bond en avant et si on ne savait pas le faire, bien à ce moment-là, on serait considéré comme des ennemis. C'est le langage qu'utilisait Pol Pot. Et lorsque Nunchea venait sur scène, il reprenait certains mots de Pol Pot avant d'entamer son propre discours. M. Kyosampan a fait la même chose. Pour moi, ces personnes se devaient de répéter ce que l'autre a dit avant de rajouter quoi que ce soit. Question. Combien de temps duraient les séances de formation politique et combien de personnes y participaient? Réponse. Je ne m'en souviens pas très bien. Je ne pense pas que cela durait plus de 10 jours, mais non moins de 7 jours. Donc entre 7 et 10 jours. Entre une semaine et 2 semaines. Question. Qu'en est-il du nombre de participants? Combien de personnes y avaient participé? Réponse. Je ne les ai jamais comptés. Mais je dirais qu'il y avait à peu près 2000 personnes. Car les gens étaient invités depuis le niveau du district. Chef adjoint et le secrétaire du district étaient appelés à participer. Question. Et quand Nunchea a prononcé des discours, de quoi a-t-il parlé? Après Pol Pot. Réponse. Eh bien, après Pol Pot, il parlait des politiques visant à renforcer le communisme. Il disait qu'il fallait trouver ceux qui s'étaient infiltrés
dans le parti. Il était très ferme là-dessus. Il a dit qu'en tant que dirigeants, nous devions savoir qui étaient ceux qui s'opposaient au parti, qui s'étaient infiltrés dans les rangs. Question. Monsieur Nodja a-t-il donné des détails? A-t-il expliqué qui étaient ceux qui s'étaient infiltrés dans le parti? Réponse. À l'époque, j'avais l'impression que Nodja faisait référence à des gens qui avaient peut-être été soldats à la solde du régime précédent, les régimes précédents, notamment ceux de Norodom Sihanouk et celui de Lon Nol. Il a aussi attaqué les intellectuels et les étudiants, ceux qui avaient fait leurs études à l'étranger. Question. Et qu'en est-il de Khieu Samphan? Qu'a dit Khieu Samphan dans ses interventions lors des séances de formation? Réponse. Avant de faire son discours, Khieu Samphan demandait à chacun de voir comment on pouvait comment nous pouvions nous changer nous-mêmes pour accomplir les tâches, nous assurer que notre travail soit bien fait. Et je comprenais qu'il voulait que l'on commence par des choses simples, comme par exemple dans les tâches quotidiennes. Et que l'on pouvait identifier ceux qui étaient contre le parti par la façon dont ils faisaient leurs activités et leur comportement. Question. Pouvez-vous être plus précis? Quand vous dites que ceux qui utilisaient des choses à mauvais escient pouvaient être considérés comme contre le parti, que voulez-vous dire? Réponse. J'ai remarqué qu'il nous demandait d'observer la façon dont les gens se comportaient. Par exemple, les femmes. Comment les femmes utilisaient l'aiguille? Si elles utilisaient une aiguille mal, ou avec maladresse, ça pouvait être quelqu'un qui s'opposait au parti. Et les travailleurs qui faisaient semblant d'être malades à répétition, c'était des gens qui pouvaient être considérés comme des traîtres. Le président. Merci beaucoup, maître et monsieur de la partie civile. Nous allons marquer la pause de l'après-midi d'une vingtaine de minutes et nous reprendrons les débats à 15h. Huissier d'audience, veuillez apporter votre soutien à la partie civile pendant la pause. Veuillez vous lever.